Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Nexus 6 pour votre émission Mercenaires sur Canapé. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Lassie Marc au piano. Sa moustache fait tomber les dames comme les hommes. Ces petits plats vont vous enchanter, Slexno. Et évidemment, votre présentateur préféré, le capitaine du Nexus 6. Soleil sur vous. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir citoyennes et citoyens, ravi de vous retrouver sur le Nexus 6 et à cette occasion nous vous avons préparé une émission exceptionnelle avec deux invités formidables et d'ailleurs Slexno, que vas-tu leur préparer de bon? Une fricassée de Volnitch sur lit de Berberg. Mais ça a l'air absolument délicieux, tiens-nous au courant de l'avancée. Mais sans plus attendre, recevons notre premier invité. Vous le connaissez certainement pour ses arrestations de haute volée. Il est le premier humain à avoir atteint le grade de commandant dans la Space Police du Dominion Xarlax. Veuillez accueillir Dinaro Malek. Bienvenue Dinaro. Merci de m'inviter, je suis un peu surpris par contre. On se connaît depuis des années, mais tu sais, depuis tout ce temps, il y a une question que je me pose, et je suis sûr que nos spectateurs se la posent aussi. Est-ce que tu as vu Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker? Nous voici donc à la fin de cette post-logie produite par Disney. Après un épisode 7 que j'avais personnellement adoré malgré ses défauts, un épisode 8 qui m'avait laissé assez mitigé malgré ses qualités, nous voici face à l'épisode 9 dans le flou et le doute. Un flou et un doute qui entouraient pleinement cet épisode 9 avant même qu'il n'existe, avec le changement de réalisateur à la dernière minute. JJ donc qui revient pour sauver les meubles face à ce qui semblait être un poulet sans tête. Qu'en as-tu pensé, mon cher Dinaro? Eh bien, j'ai acheté une peluche du petit bébé Yoda. Ça n'a rien à voir. Le bébé Yoda. Merci. Vous le savez, j'aime beaucoup J.J. Abrams et j'étais très heureux de le voir revenir pour terminer l'histoire de cette post-logie. Mais avant de tirer le bilan de celle-ci, analysons donc ce film. Qu'est-ce qui t'a plu, mon cher Dinaro? Quand le Mandalorien arrive et découvre ses grands yeux trop mignons. Oui, d'accord. Oh, j'ai adoré. Moi aussi, mais restons sur l'épisode 9. L'aspect technique est excellent. Avec ce film, on peut le dire, c'est le retour de la patate J.J. Il reprend toute l'équipe qui a fait le succès esthétique de ses films précédents, Marianne Brandon comme monteuse et Daniel Mindel à la photographie notamment. Pour le son, aspect ô combien important dans sa filmographie, c'est David Accord qui s'y colle après avoir travaillé sur l'épisode 7, Star Trek 2 ou encore Super 8. Mais il est clair qu'on est ici dans la droite lignée de ces films tels que l'épisode 7 ou le reboot de Star Trek dans lequel ça prenait au bide. Finalement, on va partir sur une poêlée de porte-au-fioul à la sève de Grünemstack. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a plus de Berberg, voyons. On a souvent comparé JJ à Spielberg, et je trouve que dans l'ascension de Skywalker, ça se ressent énormément. Il y a certains moments, avec la musique de John Williams qui appuie la chose, où on sent une vibe à la Indiana Jones. Vous parlez du deuxième épisode, quand le Mandalorien est bloqué sur le crawler des Jawa. Une scène qui fait référence à celle du tank dans la dernière croisade. Ah, mais c'est vrai? Bébé Yoda. Mais revenons à l'ascension de Skywalker. Je pense au passage sur la planète Kijimi, quand les chevaliers de Ren apparaissent. C'était très proche de l'apparition des nazis dans l'aventurier de l'Arche perdue, quand Indy va chercher Mario. Et si le film a bien une grande qualité, c'est sa réalisation. Le film est foutrement beau. Mention spéciale aux effets d'éclair sur le visage de Palpatine, qui à chaque fois laissait apparaître un autre visage morbide. Je préfère le bébé Yoda. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les décors, les costumes, les créatures en animatronique, l'alliance parfaite entre le CGI et les effets réels. Tout ceci a une présence. Et quand tu vois à quel point la prélogie a mal vieilli, eh ben ça fait plaisir. J'ai décidé de vous faire du Schlasexildab au Spratz de Bissek. Le film est rythmé, l'humour bien qu'un peu moins réussi que dans le 7 m'a plu, les combats au sabre laser sont impactants, ça court, ça saute, ça explose, ça n'arrête pas. Peut-être un peu trop. Ouais. Et je suis bien emmerdé. Parce que quand je suis ressorti de l'ascension de Skywalker, le sentiment qui prévalait, c'est surtout celui d'un immense gâchis. L'ascension de Skywalker est boursouflée, trop plein de trop, ou trop plein de rien, je sais pas. Je sais même pas par quel défaut commencer. Mais nous allons voir ça dans notre nouveau jeu, le Qu'est-ce que c'est-il qui va pas dans le film? Dinaro, est-ce que tu es prêt? Bébé Yoda. Top! Quel nouveau personnage de l'ascension de Skywalker n'est là que pour vendre des jouets? D.O. Oui, mais j'aurais aussi accepté Haftar Akbar ou encore Claude. Ces personnages vont crever dans l'oubli. Pas comme bébé Yoda, qui lui est absolument Quel personnage ne sert à rien ou pas à grand chose ou fait doublon et aurait pu être remplacé par d'autres personnages, voire même leur temps de présence à l'écran aurait pu être supprimé car ne serait-ce que prononcer le nom du personnage est une perte de temps et aurait pu être utilisé à des choses bien plus intéressantes. Facile. Rose.
Oui, mais on aurait pu aussi citer Lando Calrissian, R2D2, Claude, Zori Bliss, Maskanata, le personnage joué par Dominic Monaghan, qui n'est là que pour que des gens soient surpris de voir Dominic Monaghan, qui doit certainement être ami avec quelqu'un dans la prod ou avec JJ, Jana, le tueur de Jedi Ochi, les parents de Rey, le serpent géant dans la grotte de Passana, etc., etc., etc. Et enfin... quel objet ne sert à rien dans le récit car c'est un robot en forme de sèche-cheveux qui aurait pu le remplacer depuis le début et que ce petit enfoiré aurait pu donner l'info, surtout après 1 heure de film, et que le film essaye quand même de nous faire croire qu'il y a une raison complètement logique pour qu'il ne dise rien. J'hésite. Je dirais le Wayfinder Site pour trouver la planète Exogol. Bravo, bonne réponse. C'est super. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Vous avez gagné un voyage pour 2 sur Zegeba Beach. C'est super. Vous allez pouvoir connaître les plaisirs du sable chaud des nombreuses plages de la planète. C'est super. Et les fameux cocktails de Veralik. C'est vrai? Non. Merci Marc. Ça c'est pour la cargaison que tu m'as tiré sur Irelio. Hey Slexno, ça sent rudement bon, dis-moi. Normal, je vous prépare un pain rassis façon porc choucroute au miel et avec un œuf. Je n'en peux plus d'attendre. On pouvait reprocher beaucoup de choses aux épisodes 7 et 8, mais certainement pas le fait de nous filer une indigestion. Tant de personnages qui ne servent à rien, tant de situations, de lieux pour ne rien raconter. Des fois, j'avais l'impression d'un film à sketch. Le film sait pas où il va, et dès qu'il fait des choix, il les assume pas et il retourne en arrière. Tenez, Chewbacca il meurt. En fait non. Z6PO meurt symboliquement en effaçant ses souvenirs. En fait non, il les récupère. Et on passe tout le film à chercher un artefact Sith qui au final ne servira à rien, si ce n'est nous amener sur les lieux de trilogie originelle. Ce qui est frustrant aussi, c'est que même les éléments qui ont pu me plaire ou me faire marrer, quand j'y réfléchis un petit peu plus, je peux pas m'empêcher de me dire que soit ils sont parfaitement inutiles, typiquement Babu Freak qui répare Z6PO. Moi je l'ai adoré, il est super marrant, mais son intérêt il reste limité, puisqu'au final il est dans une entreprise qui sera doublement vaine. Et est-ce qu'il avait besoin de réapparaître dans le chasseur de Zori dans la bataille finale pour nous faire marrer? Non. Soit ces éléments étaient un peu désuets. Par exemple, cette histoire de dague sur laquelle est inscrite les indications secrètes pour trouver le Wayfinder. On est ici dans les purs romans d'aventure pulp de la moitié du XXe siècle. Et perso, j'adore cette ambiance. Une ambiance et une narration qu'on retrouve et qui participe à la qualité d'une série telle que The Mandalorian d'ailleurs. N'est-ce pas mon cher? Ah oui, bah non. Mais autant il y a l'ambiance des récits pulp qui peut apporter un certain cachet, autant les mécanismes narratifs du type « j'ai écrit les combinaisons de mon coffre-fort au dos de mon smartphone pour que dans 300 ans une équipe d'aventuriers commence à le chercher, etc. » ça fait un peu kitsch. Finalement, on va partir sur une tranche de pique et Schnell sauce avec des frites. Et il y a tellement d'autres choses qui vont pas. Faire revenir Palpatine sans explication, d'un coup comme ça, dès le début. Qu'est-ce qu'il fout là? Comment a-t-il survécu? Qui sont ces milliers de gens encapuchonnés à la fin du film? Et pourquoi il a créé Snoke? Vous le savez, je fais pas partie de ceux qui veulent qu'on explique tout. Mais là, déjà, on explique rien. Et en plus, le film peine à nous faire comprendre les motivations des personnages. Quand il y a des motivations, elles sont complètement pétées. Genre, tenez, le général Hux, qui au final est espion pour la Résistance, juste pour emmerder Kylo Ren. Le mec est un criminel de guerre génocidaire. On va pas oublier ça. On nous donne l'identité de Rey, mais sans que ça nous implique réellement au niveau émotionnel. On sait que Palpatine est son grand-père. Ok. Et donc, il a eu une fille ou un fils? C'était quoi leur relation entre deux, Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'intérêt de cette histoire? Il faut donner un cadre, pas uniquement pour expliquer les pouvoirs de Rey, ça c'est juste du fonctionnel. Non, le sens de cette filiation se doit d'être plus profond. C'est comme ça qu'on crée un mythe. Et Star Wars, c'est un mythe. Merde, on peut reprocher beaucoup de choses au cinéma de JJ, mais je crois pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir fait des films qui manquaient autant de cohérence et qui avaient autant d'éléments qui polluaient le tout. Sauf que... et c'est là que j'arrive pas à en vouloir à JJ. C'est que je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Et je suis vraiment pas sûr qu'il soit fier de ce qu'il a sorti. Le mec a repris le bébé parce qu'il voulait terminer l'histoire qu'il avait commencée. Sauf qu'on lui a pas laissé le temps de le faire correctement. À mon sens, tous les défauts de l'épisode 9 ne s'expliquent que par une chose. Le fait qu'il porte le poids du conflit qui existe entre les deux opus précédents. Si le 9 va trop vite et donne cette impression de trop plein, c'est tout simplement parce que JJ n'avait plus qu'un film pour raconter une histoire qui avait connu une pause lors de l'épisode 8. Peut-être que sur le coup, il a fait preuve d'un peu trop d'ego en voulant absolument continuer l'histoire de son film. C'est peut-être effectivement le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Mais en même temps, je peux le comprendre. Plein de gens crachaient sur le 8, et on vient de chercher pour sauver le truc. Du coup, t'oublies un peu aussi que d'autres avaient craché sur ce que toi tu avais sorti. Tu te mets au boulot, la production doit aller vite, il y a des deadlines. Tu vas au plus simple, au plus vite. Et ça fonctionne pas. Et ce qui me chagrine vraiment, c'est qu'en faisant ça, il a même pas réussi à donner des réponses satisfaisantes à ce qu'avait mis en place le réveil de la Force, ni une continuité à ce qui en faisait ses qualités. La camaraderie Finpo, elle est là que avec des gros dialogues qui tâchent, aucune subtilité. BB-8, grande réussite de l'épisode 7. Au final, c'est un robot parmi tant d'autres.
et on n'aura eu qu'un seul film pour réellement s'attacher à lui. On est malheureusement bien loin de la relation qui peut nous attacher à Z6PO ou R2D2. Qui est Snoke? Bah hop, une espèce de clone certainement. On nous balance ça à moitié au début du film. Le destin terrible des Stormtroopers, une des nouveautés du set, un aspect qu'on n'avait jamais exploré. Là c'est balancé en 20 secondes dans un dialogue sans saveur entre Jana et Finn. Le développement des nouveaux personnages qui avaient été introduits dans cette saga. Dans le cas de Poe, on te torche ça avec Zori Bliss qui nous en apprend un petit peu plus sur son passé. Les Chevaliers de Ren reviennent juste pour mourir, hein, alors qu'au vu de leur design, on pouvait légitimement s'attendre à un petit peu mieux. Autant d'aspects qui n'ont pas été abordés dans le 8. On a perdu du temps. Un temps que le 9 rattrape mal. Petite parenthèse sur la mort de Leia, au niveau mythologique et narratif, c'est tout à fait cohérent, et je pense que même sans le malheureux décès de Carrie Fisher, ils auraient tué le personnage. Mais même si l'utilisation d'images tournées pour le 8 fonctionne étonnamment bien, lors de son dernier souffle, alors qu'elle est tournée de dos, je peux pas m'empêcher de sortir un petit peu du film. Et j'ai eu du mal à ressentir des émotions lors de sa mort. Bref, en l'état, cette post-logie comme unité est difforme. Et nous allons en parler avec notre deuxième invité, le copilote du Nexus 6. Je suis ravi de te recevoir et je suis sûr que nos abonnés aussi. Ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu. Qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois? Slexno est en train de préparer un de ces fameux plats dont tu es si friand. Slexno, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Mon fameux strogonalf au chocolat. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, cet épisode 9, qu'est-ce que tu en as pensé? Hein? Heureusement que c'est moi qui fais les analyses ici. Je ne m'explique pas ce qu'a fait Disney ici. On dirait qu'ils ont été dans une non-stratégie totale. Il y a presque de l'amateurisme là-dessous. C'est incompréhensible! Comment tu peux payer une franchise aussi chère et accoucher d'un tout qui soit aussi bancal? Est-ce que l'histoire globale était décidée dès le départ? Si c'est le cas, c'est catastrophique. Et si c'est pas le cas, c'est juste une erreur stratégique majeure. Presque tous les détracteurs du rachat avaient peur que Disney contrôle trop les choses et inhibe la créativité des 3 réalisateurs qui étaient prévus à la base. Au final, je dirais qu'ils ont presque laissé trop de liberté. Pourquoi avoir accepté que le 8 détruise tout ce que le 7 avait mis en place, si c'est pour au final faire marche arrière et essayer de raccrocher les wagons avec le 9? Parce que les fans ont râlé. Les fans râlent tout le temps pour tout et n'importe quoi. Il vaut mieux assumer ses choix. C'est comme ça qu'on sort des trucs qui, même ratés, donne pas une impression de brouillon. Parce que la prélogie, au moins, elle était cohérente. Alors attention, loin de moi l'idée de la réhabiliter. Non, ça reste très mauvais, mais au moins du 1 jusqu'au 3, on était à peu près au même niveau de mauvaisitude. Et ça, c'était parce que c'était la vision d'un auteur. Alors que là, on a un réveil de la force qui, malgré le recyclage qu'il opère, est un bon film d'aventure, efficace et attachant, qui était une bonne introduction à cette nouvelle génération, et qui est surtout donnait espoir en 2 suites qui allaient envoyer du lourd. On a un dernier Jedi qui fait table rase, mais qui au final ne va pas au bout de sa démarche, puisque Rey et Kylo ne s'allient pas à la fin. Et pour moi, ça, c'était la très grande erreur de ce film, mais qui mine de rien témoignait de la vision de son réalisateur, et reste un film que je trouve intéressant. Et nous voilà avec un épisode 9 qui termine tant bien que mal l'histoire de ces nouveaux héros, mais sans avoir pu leur donner le caractère mythique qu'ils méritaient. Un épisode qui, je dois bien l'avouer, est de plus en plus gangréné par la logique ultra commerciale de Disney. Star Wars a toujours été fait pour vendre des jouets, y a pas de débat là-dessus. J'ai quand même le sentiment qu'ici, on passe un cap. Ça m'a vraiment sauté aux yeux quand Jana s'assoit à côté de Lando à la fin du film et qu'ils commencent à discuter. Je me suis dit non, ils vont pas nous faire le coup de père-fille comme ça, là d'un coup. Bon, au final non, ils décident juste de partir à l'aventure ensemble. Comme ça. Alors qu'ils ne se sont jamais parlé du film. C'est nul. Et je suis sûr que c'est là juste pour annoncer une future série, une BD à la con ou une autre connerie. Tiens, une chaîne YouTube, pourquoi pas. Il y avait pas grand chose à faire pour que ça soit pas si mal. Et nous allons voir ça avec le grand jeu du copilote. Oui. Parfait. Cela va me permettre de terminer ces moules javel, beurre stripion et chou-bourrac. Ouais. Top, cette trilogie Star Wars méritait un seul réalisateur ou au moins une seule équipe sur le long terme? Oui, c'est une excellente réponse. Bravo. Excellent. Top, Chewbacca aurait dû avoir enfin un rôle de plus grande importance et une mort épique qui aurait été un grand moment d'émotion. Oui, c'est une excellente réponse. Il y aurait dû y avoir une confrontation avec Kylo Ren, l'assassin de son meilleur ami et l'équivalent de son neveu. Yeah. Top, le retour de Palpatine est une bonne idée. Oui, c'est non, le retour de Palpatine n'est pas une bonne idée, alors qu'une origine de Snoke, pourquoi pas hériter de la trilogie originelle, ça aurait été cool, puisque ça aurait apporté du neuf tout en titillant la fibre nostalgique. Bon, écoutez, on va faire des pâtes, parce qu'il n'y a rien ici. Rien. Top, Lando ne sert à rien et méritait mieux que ça? Non, c'est oui. Évidemment, il est anecdotique et franchement, au vu du potentiel du personnage, il méritait beaucoup mieux. Et enfin, la dernière question, celle que toutes et tous se posent. Est-ce que cette nouvelle trilogie mérite d'exister?
Classy Mark, joue-nous un truc inspirant. Cette question n'a aucun sens, il n'y a pas de réponse. J'ai adoré l'épisode 7, mais est-ce qu'il est parfait? Non. J'ai été déçu par l'épisode 8, mais est-ce qu'aujourd'hui je ne le regarde pas avec plaisir? Évidemment que si. Et ben voilà, aujourd'hui j'étais déçu par l'épisode 9. Mais est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Absolument pas. Même plutôt un bon, malgré tout ce dont on a parlé. Il y a des passages qui m'ont ému. Le retour de Solo, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de chialer. Mais si je mets de côté même mon attachement personnel à ce personnage, c'était tout à fait cohérent vis-à-vis du tiraillement qu'a connu Kylo Ren et aussi son évolution au cours de cette trilogie. Le baiser final, ça aussi c'est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on nous a montré. Il vient de survivre à une mort certaine, il vient de lui redonner vie, ils sont liés dans la force. Putain, mais toute personne qui a un tant soit peu de maturité émotionnelle peut comprendre qu'à ce moment-là, on s'embrasse, quand on se sent pleinement en vie. La mort de Kylo aussi était un beau moment. Là on est en plein dans les codes du mythe, avec en plus un petit clin d'œil pour Roméo et Juliette. Le mec avait fait trop de mal dans sa vie. Et même si c'était racheté, il devait payer pour ce qu'il avait fait. J'ai été touché par le retour des voix d'anciens Jedi à la fin. Mace Windu, Anakin, Qui-Gon Jinn. Tout un héritage que cette trilogie et cet épisode 9 ont quand même essayé de porter. Et j'ai aussi été triste de quitter ces personnages. Et aussi, qu'ils aient pas eu le destin qu'ils méritaient. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que qui sommes-nous, adultes, pour juger de ce qu'il restera de cette post-logie? Quand le retour du Jedi est sorti, il y avait plein de gens pour trouver ça nul. Et c'est pareil pour la prélogie, là j'en parle même pas. Et pourtant, il y a aussi eu toujours des gens pour en apprécier les qualités. On se gargarise des mythes, des anecdotes et des références issues de l'ancienne trilogie. Les sabres laser qu'on connaît bien, les 12 parsecs de Solo, les Ewoks, etc., etc. Mais celles et ceux qui ont découvert Star Wars avec cette trilogie-là, eh bien ce sont eux qui décideront des anecdotes et des références qui en perdureront. On l'entrevoit déjà un peu quand Rey va sur Tatooine et prend une plaque de métal pour faire de la luge sur une dune, comme elle le faisait dans l'épisode 7. Vous savez, il y a un moment où Lando il sert à quelque chose quand même. C'est quand il discute avec Poe après la mort de Leia. Et qu'il lui demande comment ils avaient fait pour vaincre à l'époque alors qu'ils n'avaient rien. Et je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette question la personnification de JJ, de Rian Johnson et de toutes les personnes qui ont travaillé sur cette nouvelle trilogie. Comment peut-on réussir avec tout le poids qui pèse sur nos épaules? Et Lando lui répond « We had each other ». On se soutenait tous ensemble. Et là, on est dans Star Wars. Parce que toutes celles et ceux qui râlent, qui vocifèrent, qui ricanent pendant le film et qui pensent être les dépositaires d'un héritage fantasmé, eh bien je pense que ces vrais fans ont oublié ce que Star Wars nous a enseigné depuis le début. L'union face à l'adversité, la compassion et surtout le pardon. Des notions qui peuvent paraître un petit peu ridicules ou désuètes dans un monde devenu cynique, mais je pense que c'est justement pour ça qu'il est bon de se les remémorer. J'ai moi-même par le passé pu être un de ces fans idiots. Mais aujourd'hui je suis content d'être un peu plus apaisé par rapport à ça, d'avoir réussi à dédramatiser la chose. C'est aussi un peu grâce à cette trilogie que j'ai pu changer en bien. Alors merci JJ, merci Rian Johnson, et merci à toutes et à tous. Et surtout, ils vendent de super jouets, notamment une magnifique peluche du beau bébé Yoda. Merci à nos merveilleux invités d'être venus ce soir. Merci Classy Mark. Et merci à Stexno, t'es un vrai cordon bleu, tu nous as régalé. Apparemment, il y a des restes de bouffe moisie collés dans le broyeur. Ça pue la merde et je vais devoir décrasser ça à main nue. Alors vous savez quoi, bon appétit. Nexus, c'est vous. Ok, merci à vous, citoyennes et citoyens. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne année 2300 et à très bientôt sur le Nexus 6.